Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes sur Radio J et vous avez bien raison. Aujourd'hui, notre émission des réponses sans tabou réfléchira à une question très sensible qui touche le judaïsme européen en général et le judaïsme français en particulier. Nous allons aborder le problème de la shrita, de l'abattage rituel qui est dans le viseur de la Cour européenne. Jamais une décision aussi défavorable n'avait été prise jusqu'à ce jour après l'arrêt rendu le 17 décembre dernier par la Cour européenne de justice autorisant les États membres d'imposer un procédé d'étourdissement réversible et insusceptible d'entraîner la mort de l'animal. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons invité le grand rabbin Fison de Metz. Alors bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, dois-je le rappeler, le grand rabbin de la Moselle, vous êtes vétérinaire, vous êtes conseiller du grand rabbin de France pour les questions de la shrita. Alors éclairez-nous sur ces nouveaux enjeux et vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Monsieur le grand rabbin Fison, quelle est la réalité de ce problème de la shrita aujourd'hui après l'arrêt de la Cour européenne de justice? C'est une grande difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un État membre impose l'interdiction de la shrita ou impose l'étourdissement préalable, on va expliquer ce que c'est avant la shrita, eh bien, nous n'avons plus de recours au niveau européen. Nous en avons un encore au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, mais au niveau de la Cour de justice européenne, elle a bien validé les interdictions qu'ont posées les parlements wallons et flamands en Belgique, donc d'interdire la shrita ou, de façon plus hypocrite, d'imposer un étourdissement préalable, d'irréversible, avant la shrita. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit. La shrita est une façon d'abattre les animaux pour avoir de la viande cachère et du point de vue de la halakha, et tous les décisionnaires sont d'accord là-dessus, aucun étourdissement préalable n'est possible, qu'il soit irréversible, c'est-à-dire qu'on provoque une lésion chez l'animal, on détruit son crâne par une tige perforante, évidemment là c'est irréversible, l'animal va mourir de toute façon, ou réversible, l'utilisation de l'électricité pour assommer l'animal. Toutes ces méthodes-là sont rejetées par la halakha. Et donc, si on nous impose un étourdissement préalable, eh bien évidemment, nous ne pouvons plus faire de shrita. On a des préalables dans l'histoire assez célèbres, la Suisse, l'Allemagne nazie, malheureusement, en 1934, la Suède en 1938. Donc, ces pays-là ont interdit la shrita. La Belgique, à son tour, alors c'est pas l'État fédéral belge, ce sont les parlements wallons et flamands, mais enfin, ça couvre 90% de la Belgique, il n'y a pas beaucoup d'abattoirs dans Bruxelles, capitale. Donc, on imposé cet étourdissement réversible et le consistoire de Belgique a porté l'affaire devant la Cour constitutionnelle belge, mais malheureusement cette Cour constitutionnelle belge a, failli à ses responsabilités, elle n'a pas voulu trancher elle-même, est allée voir la Cour européenne de justice, ça a un peu échappé, la chose a un peu échappé et elle a décidé qu'effectivement il était légitime pour les parlements wallons et flamands d'interdire l'abattage sans étourdissement préalable. Nous sommes donc à cette situation. Alors, quels sont les risques aujourd'hui, selon vous, d'une telle décision? Vous avez l'air de craindre que cela ait un effet domino sur les États européens? Tout à fait, ça peut avoir un effet domino. Je vais prendre l'exemple des Pays-Bas, par exemple, juste à côté de la Belgique, où un accord avait été négocié. On peut faire la shrita aux Pays-Bas. Bien, aujourd'hui, il y a une résurgence. Les organisations de défense des animaux sont puissantes. Elles veulent remettre en question cet accord et imposer le même style de choses qu'on a en Belgique. Mais en Belgique, il n'y a pas un accord complet entre les Flamands et les Wallons? Non, ce sont deux parlements séparés qui, d'un point de vue politique, sont allés dans la même direction. Alors, sur cette question-là, ce qui est un peu difficile à comprendre, ou peut-être, et c'est ça peut-être qui est très très inquiétant, c'est que la communauté juive belge, le consistoire de Belgique, les musulmans aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi porté un recours, en tout cas en ce qui nous concerne, le consistoire de Belgique et les juifs de Belgique n'ont pas un poids politique si important, puisque ces parlements se permettent de légiférer pour interdire un droit fondamental. Même seul grand rabbin en Belgique, c'est le parallèle entre, disons, l'abattage rituel musulman et juif, c'est pas la même chose, parce que je crois que les musulmans autorisent l'étourdissement. Alors, pas tous. C'est très compliqué chez eux. Effectivement, il y a un certain nombre de musulmans qui permettent l'étourdissement préalable, d'autres qui l'interdisent. C'est un débat chez eux dans lequel, moi, évidemment, je ne vais pas rentrer. Mais il faut savoir que ceux qui l'interdisent, eh bien, évidemment, sont sur la même ligne que nous.
Encore que l'abattage rituel juif et musulman, c'est deux choses différentes. Absolument. D'un point de vue technique. Alors, quels sont aujourd'hui, monsieur le grand rabbin Bruno Filzon, quels sont les points inquiétants de cet arrêt européen du 17 décembre dernier? En quoi le fait de procéder à l'étourdissement animal peut être contraire à la halakha? Et pourquoi cette décision vous apparaît-elle préoccupante? Mais d'abord, en quoi consiste, vous avez expliqué tout cela rapidement, la notion d'étourdissement? Alors, l'étourdissement, c'est un mot un peu très sympathique pour qualifier des méthodes quand même relativement cruelles. Alors, quand on abat un animal pour le manger, il faut savoir qu'il y a toujours une souffrance, que ce soit en shrita ou sans shrita, ou quelle que soit la méthode d'abattage. Il y a un mode d'étourdissement qui s'appelle un étourdissement irréversible. Grosso modo, pour un bovin, on va lui perforer le crâne avec une tige. Ça, c'est pas l'étourdissement électrique. Ça, c'est pas électrique. Donc ça, évidemment, c'est exclu. Pourquoi? Parce que, évidemment, toute lésion chez un animal rend cet animal tréfa en hébreu, c'est-à-dire interdit à la consommation. C'est la provocation de la lésion. Il faut bien préciser aux auditeurs. Absolument. En provoquant une lésion, on n'a plus le droit de faire la l'animal est non cachère, donc ça sert à rien de faire une shrita après. De toute façon, il est pas tréfa tout de suite. Absolument. Pour l'électricité, c'est une question qui a été soulevée dès 1934 par un auteur, le Rav Weinberg, dans son livre Sridesh, qui a réfléchi, est-ce que peut-être, malgré la législation imposée par les nazis, il faut le rappeler, est-ce que peut-être quand même on ne pourrait pas accepter cela? Alors il a fait des recherches, il a écrit des pages et des pages et des pages, et finalement, après consultation des grandes autorités de l'époque, la conclusion c'est que ce n'est pas possible, car l'électricité elle-même, et ça a été prouvé scientifiquement, induit des tréphoses, induit des lésions au niveau du crâne, au niveau du poumon, qui rend l'animal impropre à la consommation. Et aujourd'hui, le psak-din, comme on dit, c'est-à-dire la décision juridique de l'ensemble des décisionnaires, moi j'en connais pas un qui a permis cela, est d'interdire tout étourdissement préalable. Certains vont vous reprocher, monsieur le grand rabbin Bruno Filzon, ça c'est la halakha que vous explicitez, parce que c'est la halakha de nos rabbins, mais ils vont vous rétorquer, Dina de Malchuta Dina, la loi du pays où vous résidez, c'est votre loi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Tout à fait, Dina de Malchuta Dina, nous sommes d'accord avec cette loi, nous la respectons, sauf que, évidemment, si on nous impose l'étourdissement préalable, on ne fera plus de shrita. On respectera Dina de Malchuta Dina, on ne sera pas hors la loi, bien évidemment. Si on fait le parallèle avec la Mila, si un État interdit la circoncision, est-ce qu'on va dire également Dina de Malchuta Dina et laisser nos enfants incirconcis? On quittera ce pays. Bon. Non, mais vous entendez bien que c'est un argument qui peut vous être C'est adressé. Un argument qui peut nous être opposé. Tout simplement, eh bien, on fera comme les Juifs en Suisse ou en Belgique. On importera de la viande puisque c'est intéressant. C'est ça, voilà. Donc le problème n'est pas symétrique entre la communauté danoise, belge et française. Tout à fait. Parce que c'est des petites communautés, des quantités très, très faibles de consommation, et ensuite ils peuvent profiter des surgelés, c'est bien ça. Tout à fait, des surgelés ou même de la viande fraîche sous vide. Mais c'est un problème de principe, si vous voulez. Dans la décision, je reviens sur la décision de la Cour européenne de justice. Et il y a quelque chose d'inquiétant. Là, le premier point, elle dit que chaque État peut faire ce qu'il veut en matière de bien-être animal. On peut dire qu'elle a raison. Il y a un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité des États qui a été retenu. Donc chaque État a une certaine latitude. Ça, c'est un argument juridique que je peux entendre. Je ne suis pas d'accord, mais je peux entendre. Par contre, l'argument qui consiste à dire nous proposons un étourdissement réversible, donc l'électricité, est un argument extrêmement hypocrite. D'abord, on ne peut pas utiliser l'électricité sur des gros animaux. Donc ça serait sur les moutons, éventuellement sur des veaux, donc sur la volaille. Donc on aura un problème sur les bœufs. Donc ça, c'est un premier problème. Le bétail, les gros bétails. Ça ne se pratique pas. C'est extrêmement compliqué. Deuxième point. Du point de vue technique ou du point de vue technique, parce que assommer un bœuf, c'est quand même compliqué par rapport à un mouton par l'électricité. Deuxième problème que je vois, c'est que la Cour européenne de justice dit que ce n'est pas une atteinte, je cite, disproportionnée aux droits des minorités religieuses. Il y a une charte de l'Europe qui permet à chaque religion de pouvoir s'exercer librement, la liberté de culte. Eh bien, dire qu'on va faire un étourdissement préalable, la Cour européenne de justice dit que ce n'est pas disproportionné parce que, finalement, l'étourdissement préalable réversible, c'est acceptable par les religions. Il y a ici une confusion entre le monde musulman qui en partie l'accepte et nous qui ne l'acceptons pas. Et puis il y a aussi, on dirait que la Cour de justice européenne vient s'introduire dans le droit religieux, comme si elle nous disait, vous les Juifs pouvez accepter, c'est pas tellement contre le droit religieux, le droit talmudique. Donc il y a vraiment un problème
comment Mais dirais-je... qu'est-ce que c'est que la notion de insusceptible? On a compris la première version, mais insusceptible, Ça veut dire que l'étourdissement... Dans l'arrêt du 17 décembre, on ne comprend pas ce terme. Ça veut dire simplement que l'étourdissement préalable réversible Ça, on a compris. n'entraîne pas la mort. Voilà, insusceptible de donner la mort n'entraîne pas la mort de l'animal. C'est-à-dire que si on ne fait rien à l'animal, il va se réveiller et il va se remettre à marcher. Mais il y a tout de même des lésions qui sont constatées. Et ça, c'est pas réversible dans ce cas-là. Et pour nous, c'est une tréface, ce n'est pas acceptable. Donc évidemment qu'on a un problème par rapport à cette législation. Il y a un autre point qui est intéressant d'un point de vue, j'allais dire, la Cour européenne de justice compare également avec la chasse, puisque le consulat de Belgique avait introduit la notion de discrimination. Vous permettez aux chasseurs d'abattre des animaux sans étourdissement préalable. On tire un sanglier, on le blesse, il va parcourir des kilomètres en agonisant. Ça reste permis. La Cour de justice européenne considère que la chasse, la tauromachie, les activités culturelles et sportives font partie du patrimoine culturel de l'Europe. Et ça, c'est très problématique. Alors nous, on ne fait pas partie du patrimoine culturel de l'Europe. Donc on a vraiment ici quelque chose d'extrêmement inquiétant dans cet arrêt de la Cour européenne de justice. Alors, on a compris votre souci en tant que, d'abord, grand rabbin, en tant que vétérinaire, mais vous avez déclaré et expliqué votre préoccupation dans le fait que la Cour européenne souligne que l'abattage rituel sans étourdissement préalable n'est que dérogatoire. Alors, ça dépend des pays, mais il est vrai qu'en France, c'est une dérogation. Mais la dérogation fait partie de la loi. Aux États-Unis, par contre, ce n'est pas une dérogation, c'est vraiment inscrit dans les textes. Mais chez nous, c'est une dérogation au principe de l'étourdissement préalable. Une dérogation... Vous craignez que les États européens, membres, iraient jusqu'à durcir leur propre législation concernant l'abattage rituel? C'est fort possible, c'est fort possible. Alors, en France... Ça, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. C'est un argument qu'utilisent les organisations de défense des animaux. Je suis régulièrement confronté à elles au sein de différents forums ou comités. On a le Comité national d'éthique des abattoirs qui discute de toutes ces questions. Je représente l'ensemble des communautés juives à ce forum. Eh bien, les organisations de défense des animaux, soutenues par d'autres organisations, notamment certaines organisations de consommateurs, ce qui est encore plus inquiétant, montent au créneau en utilisant, bien sûr, l'argument de la décision de la Cour européenne de justice. Alors, nous ne sommes pas en danger pour l'instant en France immédiatement parce que la situation politique est plutôt favorable, mais je ne sais pas ce qui se passera demain. Et dans d'autres États européens, comme je parlais des Pays-Bas, je parle de la Pologne également, le risque est beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est un combat... Monsieur le grand rabbin, on pourrait vous rétorquer simplement d'accepter l'idée, parce que quand on dit dérogatoire, c'est une porte ouverte aussi pour la halakha. Alors, une porte ouverte pour la halakha, je vous comprends très bien. On vous dit, sans étourdissement préalable, on peut l'accepter si c'est pas imposé, c'est dérogatoire. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez ne pas pratiquer l'étourdissement? Oui, mais c'est ce qu'on fait. La dérogation permet... Non, je veux dire dans les autres pays, pas simplement la France. Oui, la dérogation, si vous voulez, permet aux cultes juifs et musulmans aussi, s'ils le souhaitent, d'abattre sans étourdissement préalable. La règle générale en France et dans un certain nombre de pays européens, c'est l'étourdissement préalable. La dérogation est alors je ne dirais pas, c'est pas une exception, elle prévoit, pas seulement pour nous, il y a également d'autres abattage à la ferme, l'abattage d'urgence, il y a d'autres points qui permettent aux gens d'abattre les animaux sans étourdissement préalable. Expliquez aux auditeurs quelles sont les étapes, on parle halakha, les étapes qu'il faut suivre, qu'un shochet doit suivre, quelles sont la responsabilité technique, pour qu'on comprenne bien ce que c'est que l'abattage rituel et la shrita dans le judaïsme. Toutes les étapes techniques. Tout à fait. Donc d'abord, le shochet lui-même est un homme qui est compétent, qui a passé un certain nombre d'années à apprendre la théorie, la pratique par compagnonnage. C'est quelqu'un qui est nommé... Qui n'est pas un vétérinaire. Il pourrait l'être, mais bon, il ne l'est pas, en général. Qui est nommé par le Grand Rabbin de France. Ça, c'est extrêmement important, car il y a une centralité et un contrôle sur tous nos shochatim. Et lorsqu'un shochet faillit à sa mission, que ce soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue du bien-être animal, par exemple, il met trop de temps à sectionner le cou de l'animal, il peut être révoqué assez facilement. Donc, pour que nos auditeurs comprennent. Le Grand Rabbin de France a, lui, l'exclusivité de donner les cartes de la shrita à un shochet en accord avec le ministère de la Culture, de l'Agriculture. De la Culture, tout à fait. Puisque le shochet doit avoir, outre la carte du Grand Rabbin de France, il doit posséder un certificat de compétence. C'est un certificat qui sanctionne un stage de plusieurs jours avec un examen dans lequel le shochet, comme d'ailleurs tous les opérateurs de l'abattoir, c'est pas seulement les shochatim, les non-juifs, tout le monde fait cela, donc qui sanctionne une formation en hygiène, c'est très important bien sûr, et en bien-être animal.
Ensuite, le shochet doit vérifier son couteau. Et là, il y a de nombreuses études sur le couteau. Et je voudrais citer une scientifique américaine qui dit que la shrita est une méthode très acceptable pour abattre les animaux. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques en Europe qui nous soutiennent. Il faut le dire. On a beaucoup de difficultés. Il y en a plus aux États-Unis. Donc, cette scientifique s'appelle Tamper Grading, parle de la nécessité d'un couteau extrêmement affûté. Et c'est ce que le shochet fait, puisqu'il passe le couteau sur la pulpe de ses doigts et sur son ongle pour voir s'il n'y a pas de défaut à ce couteau. Ensuite, la section vient. Et ça, c'est très, très important. Il faut que l'ensemble des vaisseaux sanguins soient coupés, qu'il y ait une hémorragie massive. C'est spectaculaire, mais plus l'hémorragie est massive, plus l'animal va perdre conscience rapidement. Parce que la souffrance... Vous dites que l'animal meurt instantanément? Non. Je vais être très honnête, non. Non. Je vais être très honnête. Donc vous entendez aussi les arguments des défenseurs de la souffrance animale, vous entendez? Tout à fait. Alors, il faut expliquer les choses. On va être rentré dans un débat un peu technique, mais on est obligé de le faire. Ce qu'on mesure, c'est la perte de conscience. On ne peut pas mesurer la douleur ou la souffrance animale, c'est impossible. C'est la perte de conscience. On suppose qu'il y a une corrélation entre la perte de conscience, c'est-à-dire plus l'animal perd conscience rapidement, plus il ne souffre pas, le cerveau est mis hors jeu. Mais il n'est pas en mort clinique à ce moment-là? Alors, il n'est pas en mort clinique instantanément. On a des courbes par électroencéphalogramme, donc on mesure, évidemment, on ne peut pas faire ça à l'abattoir, on a fait ça en laboratoire, on a ça en 2 travaux. En ce qui concerne les volailles, c'est extrêmement rapide, quelques secondes. Et je dirais même qu'au niveau des volailles, beaucoup de scientifiques reconnaissent que l'abattage rituel est même plus performant que l'étourdissement, l'abattage. Mais ça se sait pas. Alors, ça se sait pas. Non, parce qu'on s'intéresse moins aux volailles. L'objectif de cette émission, c'est de faire découvrir aux auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un shrita, la technique de la shrita, les problèmes auxquels le rabbinat est confronté, qu'est-ce que c'est un shochet. C'est ça l'idée de l'émission, c'est de faire découvrir. Parce que jamais on nous a expliqué. Absolument. Voilà, le grand Ben Fison vient, qui est vétérinaire, et nous explique la shrita, le problème de l'abattage rituel, la Cour européenne du 17 décembre qui nous interdit. Donc tout cela, c'est très important d'informer les publics, en tout cas de la communauté. Tout à fait. Alors, sur les volailles, on est même plus performant. Sur les ovins, les moutons, on est assez performant. La perte de conscience apparaît très rapidement, moins d'une dizaine de secondes. Et sur les bovins, c'est un peu plus tardif, c'est vrai. Ça peut être une vingtaine de secondes. Et là, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a également souffrance, douleur chez les animaux étourdis préalablement? Je réponds oui. Il y a eu un rapport de l'INRA qui date un peu en 2009, mais il y en aura d'autres. Ce rapport montre que l'étourdissement préalable engendre aussi de la douleur. Souvent, il est mal fait. On a à peu près 16 à 17% d'animaux mal étourdis. Ces animaux mal étourdis sont encore conscients. Donc, ils ont eu le premier choc de l'étourdissement qui est douloureux. Et puis ensuite, ils ont une saignée, donc une nouvelle douleur. Et c'est un peu la double peine. Ça fait 16 à 17% des animaux mal étourdis. Sur l'ensemble des animaux abattus conventionnellement, ça fait énormément d'animaux. La shrita, c'est moins d'1% de l'abattage total en France. Et encore moins si on prend toute l'Europe. Oui, mais monsieur le grand Ben Fison, est-ce que vous remplissez votre mission si vous n'allez pas expliquer ce que vous venez d'expliquer au ministère de l'Agriculture? Est-ce que vous leur donnez... Bien sûr, nous l'expliquons et nous avons... Et qu'est-ce qui vous répond? Le ministère de l'Agriculture, nous sommes entendus. Les services vétérinaires, nous sommes entendus. Et c'est pourquoi, pour l'instant, l'abattage rituel n'est pas politiquement et au niveau gouvernemental remis en question. Évidemment, nous ne sommes pas entendus par les organisations de défense des animaux, que je considère comme jusqu'au boutiste. Bon, après, c'est leur droit et c'est leur vocation. Je veux dire, nous sommes adversaires, pas ennemis. Les discussions restent courtoises. Mais eux voudraient totalement interdire l'abattage sans étourdissement préalable. De quelque nature que ce soit. Quelque nature que ce soit. Je reviens sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est intéressant. Là-bas, il y a eu un compromis avec la possibilité d'étourdir les animaux après la shrita, après un certain nombre de secondes. Ça peut être allergiquement possible. C'est une question qui a été... Attendez, d'abord, on fait la shrita. Et puis après, on attend la fin de la saignée. Et ensuite, C'est le contraire de ce qui se passe. Absolument. Voilà. C'est le contexte. C'est une
possibilité qui existe d'un point de vue halachique. Ça peut se faire à 30, 40, 45 secondes après la shrita. Si l'animal n'a pas perdu conscience, souvent il perd déjà conscience de lui-même. Donc cet étourdissement n'est pas nécessaire. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé comme compromis aux Pays-Bas, également en Autriche. Après, ça pose une question, je dirais, presque politique. C'est plus de la halakha, on appelle ça de la hanaga, c'est-à-dire comment se comporter politiquement. C'est-à-dire que si on accepte ça d'emblée, cela signifierait qu'on baisse pavillon, si on peut dire, on hisse le drapeau blanc. C'est-à-dire que la shrita, finalement, oui, elle est plus douloureuse que les méthodes conventionnelles. Or, moi, j'explique que c'est comparable, il y a des douleurs ici, il y a des douleurs là. On a des améliorations à faire en matière de shrita, c'est important au niveau de la formation. S'il y a des shochatim qui, alors je vais être très technique, au lieu de faire un aller ou un simple ou un aller-retour sur le cou de l'animal, en font 4 ou 5, c'est pas acceptable, l'animal souffre. Donc il y a des améliorations à faire au niveau de la shrita et nous le faisons et nous travaillons sur le terrain. Et je sillonne les abattoirs, je vais sur le terrain et on essaye de réfléchir comment améliorer les choses, car le bien-être animal, c'est aussi une question qui nous concerne, nous juifs. C'est très très important. Est-ce que vous expliquez tout cela à vos shochatim? On l'explique. Est-ce qu'il y a une formation complémentaire? Oui. À part les techniques halachiques, je dirais, est-ce qu'il y a juridique, je veux dire, vous expliquez que vous vivez dans des pays européens qui n'ont pas la même, c'est pas des gens de la Cour européenne qui sont sortis des yeshivot, donc non, tout à fait. En fait, lors du dernier, il n'y a pas si longtemps, donc il y a eu le renouvellement de la formation pour acquérir le certificat de compétence. Et le consistoire m'a demandé pour ces shochatim d'intervenir pour ce qui me concerne, c'est-à-dire la vision scientifique, la vision juridique, en plus des formateurs qui, eux, sont des formateurs extérieurs. Vous avez le soutien du Grand Rabbin de France actuel? Tout à fait. On travaille ensemble presque au quotidien. On s'échange. Voilà, on est vraiment en phase et nous travaillons ensemble avec le plan du consistoire aussi. Est-ce que je peux dire que le Grand Rabbin Fison, c'est la balise de la shrita pour le judaïsme français? La référence? Écoutez, je sais pas. C'est un peu, voilà, je veux pas. Alors, je vais vous faire un reproche, monsieur le grand rabbin. Allez-y. Pourquoi vous n'écrivez pas un texte à la portée de tous les publics? Vous expliquez la problématique, les problèmes, les questions auxquelles vous êtes confrontés, vous, shochatim, vous, grand rabbin, vous, rabbinat, de manière à ce que le grand public puisse avoir une totale information et une transparence de la notion de la shrita. Tout à fait. Alors, on a déjà fait ce travail-là, mais on a publié un fascicule qui date un petit peu, qui a à peu près 7-8 ans, un fascicule où on explique tout ça, qui était destiné d'abord aux politiques, aux parlementaires, et qui a fait son office. C'est vrai qu'il faudrait le renouveler aujourd'hui. J'ai fait de nombreuses interviews à QJ, à Cadem, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, mais c'est vrai que vous avez raison, on va se lancer dans une rédaction systématique. Vous êtes rentré dans les détails sur Radio J, vous avez raison. C'est très important sur Radio J, que les auditeurs de Radio J aient une explication de A à Z. C'est-à-dire tout à fait. Voilà. Tout à fait. Écoutez, on va s'y atteler de façon à vulgariser, parce que la façon dont on s'adresse aux scientifiques, aux parlementaires, puis la façon dont on s'adresse au grand public est peut-être un peu différente. Il va falloir donc vulgariser effectivement toutes ces choses-là, alors, toutes ces données. On va demander, si vous le permettez, monsieur le grand rabbin Fison, aux auditeurs de Radio J de nous adresser pour une prochaine émission. Tout à fait. Les questions qui se posent et que vous poserez au grand rabbin Fison sur la shrita, que vous n'avez pas compris dans cette émission parce que c'est pas facile d'aller sur le plan technique, juridique et halachique. Alors posez toutes vos questions, envoyez-nous vos questions, on les transmettra au grand rabbin Fison et lors d'une émission après Pessah, on fera les réponses. Avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Je rappelle aux auditeurs que le grand rabbin Fison est venu tout spécialement de Metz pour répondre en direct à vous. Merci monsieur le grand rabbin. Merci beaucoup à vous. Et Purim Sameach. Purim Sameach.